Bonjour et bienvenue chers internautes dans l'émission À vos droits. Nous allons aborder la question de l'anticipation de la fin du mariage. Pour y répondre, nous sommes en présence d'Aline et de Laurine, étudiantes en Master 1, droit privé et sciences criminelles. Bonjour. Bonjour. Cette question est d'actualité. Le nombre de divorces en France est très important. Selon une étude INSEE, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Mais le divorce n'est pas la seule cause de dissolution du mariage. Aline, pouvez-vous nous indiquer dans quel cas le mariage sera définitivement dissous? Alors tout d'abord, le mariage sera automatiquement dissous par le décès de l'un des deux époux. Il sera également d'avoir un mariage qui sera dissous dans le cas où l'un des deux époux sera déclaré absent ou disparu. Par exemple, le cas de l'absence, c'est le mari qui s'en va acheter des cigarettes dans le café du coin et qui ne revient pas et dont on n'a plus de nouvelles. La disparition, quant à elle, va être beaucoup plus tragique parce qu'elle va concerner le navigateur en mer qui s'en va. Il y a une tempête et malheureusement, on ne va plus retrouver ni le navire, ni le marin. Dans ce cas, on aura une disparition. Dans ce cas, le mariage sera dissous et l'époux retrouvera sa liberté. Il pourra ainsi se remarier. Mais il y a des nuances à apporter. Il existe des situations où le lien du mariage sera maintenu. C'est par exemple le cas où les époux resteront mariés mais auront un logement différent. Laurine, pouvez-vous nous éclairer sur ces différents cas? Alors il existe tout d'abord la séparation de corps, qui est l'exemple présenté par Philippine. Mais il existe également la séparation de fait, mais dans ce cas, un jugement n'est pas nécessaire. Ensuite, il existe la séparation de biens judiciaires, qui permet de contrer un mauvais fonctionnement du régime de communauté. Dans ce cas, il doit exister des circonstances qui mettent en péril les intérêts d'un des époux. Cette séparation de biens judiciaires doit également être prononcée par un juge. Mais est-ce possible de changer de régime matrimonial sans passer par l'intervention du juge? Oui, il existe également le changement de régime conventionnel. Ce changement de régime sera possible suite à l'application de 2 ans d'application du régime matrimonial. Il ne sera pas nécessaire de recourir au juge. Dans ce cas, il faudra faire appel au notaire il établira s'il y a ou non un but d'intérêt de la famille. Dans un intérêt de protection du conjoint survivant, il sera plutôt préférable de choisir un régime plutôt communautaire plutôt que séparatiste. Par exemple, choisir le régime de communauté universelle. Dans ce cas, le conjoint survivant pourra bénéficier de la totalité de la communauté et donc bénéficiera d'un meilleur héritage. Mais le changement de régime matrimonial n'est pas le seul moyen de protéger les époux. Il est également possible de souscrire à un avantage matrimonial. Laurine, pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il? En effet, les futurs époux peuvent librement choisir d'insérer dans le contrat de mariage un ou des avantages matrimoniaux qui permettent notamment de favoriser l'un des époux en cas de décès de l'autre. Ainsi, la situation de l'époux survivant sera meilleure que celle qui aurait été la sienne si un tel avantage n'avait pas été inséré dans le contrat de mariage. De plus, ces avantages matrimoniaux peuvent être insérés dans le contrat de mariage à tout moment. Il faut rappeler que dans 80% des cas, les époux se marient sous le régime de la communauté. À la fin, chacun va récupérer donc la moitié de la communauté des biens acquis qui aura été pendant le mariage. L'avantage matrimonial pourra donc permettre à un des deux époux de récupérer 80% de la communauté, alors que normalement, il aurait dû récupérer que la moitié. De plus, le Code civil prévoit de nombreuses clauses pour anticiper une éventuelle dissolution du mariage. Aline, pouvez-vous nous présenter les clauses qui ne s'appliqueront qu'en cas de décès de l'un des époux? Oui, donc il existe tout d'abord la clause de préciput qui permettra à un époux survivant de récupérer une somme d'argent ou un bien en nature. Par exemple, pendant le mariage, si on acquiert une maison avec notre conjoint, il sera possible de récupérer du coup cette maison avant d'effectuer tout partage. Donc on va retirer la maison et après seulement on partagera le reste des biens. Il existe également la clause d'attribution de la totalité de la communauté. Dans ce cas, au décès du conjoint, le conjoint survivant récupérera la totalité des biens de la communauté. Il sera ainsi privilégié dans la succession. Mais néanmoins, il restera tenu de la totalité de ses dettes. Je me permets de préciser que ces deux clauses ne jouent qu'en cas de décès de l'un des époux. Aucun formalisme particulier n'est nécessaire, c'est-à-dire que par exemple, il n'est pas nécessaire d'envoyer une lettre recommandée pour que le droit puisse s'ouvrir au profit de l'époux privilégié. Il faut simplement respecter les conditions de validité de ces clauses.
Donc il existe cependant d'autres clauses qui ne vont pas s'appliquer en cas de décès de l'un des époux. C'est par exemple en cas de divorce. Donc on va trouver la clause moyennant prélèvement sur indemnité. Donc c'est par exemple si je reprends la maison de tout à l'heure que j'ai acquis pendant le mariage, dans ce cas je pourrais l'enlever à nouveau de la communauté, mais il faudra que je verse le prix de cette maison à la communauté. Dans ce cas, il y aura moins d'avantages pour l'époux, mais la communauté ne sera pas perdante et du coup il y aura un meilleur héritage pour les héritiers. Je me permets d'ajouter qu'il existe également la clause de stipulation de parts inégales. Il s'agit de l'exemple que nous avons pris précédemment. Au lieu de se partager la moitié des biens, les époux se partageront, disons, 80 et 20%. Ce partage pourra avoir lieu quelle que soit la cause de la dissolution du mariage. Mais en pratique, elle n'est utilisée qu'en cas de décès de l'un des époux. Oui, Philippine. Et elle permet également d'avantager l'époux survivant face aux héritiers. Toutes ces clauses participent à avantager un des époux. Mais j'ai entendu dire qu'il existait une clause particulière qui a été remise au goût du jour par les notaires d'Alsace en cas de divorce. En effet, Philippine, cette clause est connue sous 2 dénominations différentes. Elle s'appelle la clause de reprise en nature, mais elle peut également être appelée la clause alsacienne. En cas de divorce, chacun des époux reprend ses biens apportés dans la communauté ainsi que ses biens en nature. Donc, de ce fait, il reprend les biens qu'il avait en propre avant le mariage, mais également les biens qu'il aurait apportés par lui-même dans la communauté. Le reste des biens sera, lui, partagé en part égale entre les époux. Les époux souhaitent ainsi protéger leurs biens dans l'éventualité d'un divorce. Et cette clause s'applique même en cas de décès de l'un des époux au cours de la procédure de divorce. Ainsi, ce qui était réservé à une partie de la population, notamment en Alsace, tend aujourd'hui à s'étendre à tous les Français. Merci. Cependant, chers internautes, il me convient de vous mettre en garde sur un point important. Il s'agit des impacts fiscaux de ces avantages matrimoniaux. En choisissant de les intégrer dans leurs régimes matrimoniaux, les époux font le choix d'une taxation plus importante de leurs héritiers. Mais cette question fait l'objet d'un autre problème, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre émission. Dans tous les cas, Aline et Laurine, je vous remercie pour vos interventions de qualité. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Quant à vous, chers internautes, nous espérons avoir répondu à toutes vos questions sur le sujet. Merci pour votre attention et à très bientôt dans À vos droits.